Naruto, ça devrait s'arrêter à la copine. Qui est d'accord avec lui dans le public? Non, quand vous manquez comme ça de respect à Naruto, ça met trop de mauvaise humeur. Encore aujourd'hui, ça met de mauvaise humeur. J'en fais des cauchemars, j'en dors pas la nuit. J'ai tourné cette vidéo, c'était le 15 janvier 2024. Aujourd'hui, on est le 29 novembre 2024. Je suis carrément allé voir un psy. Il m'a conseillé d'extérioriser toute cette rancœur, toute cette indignation, cette incompréhension avec une vidéo YouTube. En plus, j'ai jamais parlé de Naruto sur cette chaîne. Et là, c'est la bonne manière de le faire. J'aurais été Masashi Kishimoto, je vous aurais... Non, Kujo, s'il te plaît. Je vous aurais... S'il te plaît. Dans le ventre. Donc je dois tout lâcher et j'espère que vous serez assez intelligent pour comprendre que je ne m'attaque pas personnellement à des enfants, mais que je me sers juste de la vidéo utilisée pour introduire le sujet dont je vais parler. D'autant plus que tout le monde sait ici qu'on n'a pas besoin de cette vidéo pour savoir que bon nombre de personnes pensent que Naruto aurait dû s'arrêter à l'arc Pain. Et dans cette vidéo, on va donc déterminer si Naruto pouvait se terminer à l'arc Pain. Bien quoi l'élite, c'est votre gars Kujo, Molière du manga animé. Salut aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Aujourd'hui, je vous ai déjà introduit la vidéo, mais avant qu'on commence la vidéo, petite annonce. Je vous attends la semaine du 9 décembre sur Twitch parce que oui, vous et moi, on va faire la Kujo Nostalgie Week, la deuxième édition. En quoi elle consiste pour ceux qui ne la connaîtraient pas? C'est une semaine où on se remémore ensemble des moments marquants des œuvres qu'on aime, avec des épisodes, tier list, des quiz, des tournois play. Avec des bons potos à moi, on va en profiter pour lancer notre podcast / émission où on parle d'anime et de manga. Le thème de cette deuxième édition, c'est Naruto, l'arc examen Chunin. Je vous attends nombreux. Vous retrouverez le programme sur mon compte Instagram. Tous mes réseaux seront en description. Donc je vous invite à cliquer sur les liens pour avoir plus d'informations. C'est fini pour l'autopromo, maintenant il est temps de se pencher sur l'avis que beaucoup de personnes ont. Naruto aurait dû s'arrêter à l'arc Pain. Et la question du coup qu'on va traiter, c'est est-ce que Naruto pouvait se terminer à l'arc Pain? Pour vraiment saisir l'ampleur de la question, ou plutôt la traiter de la meilleure des manières possibles, il faut passer par une recontextualisation de l'arc. Ce qui nous permettra de nous rafraîchir la mémoire, car on parle quand même d'un arc qui a plus de 14 ans et c'est pas frais dans la mémoire de tout le monde. Donc il faudra déjà commencer par se remémorer pourquoi on a l'arc Pain, son déroulé et ensuite son propos. Qui dit Pain dit Akatsuki. Qui dit Akatsuki dit Toby et la création de cette organisation qui tient ses origines dans le village d'Ame, où pour faire face au conflit de ce monde, Yahiko, Conan et Nagato ont décidé de créer une organisation avec des ninjas pour permettre au village d'Ame de ne pas subir le courroux des grandes puissances qui se faisaient la guerre. Et on sait tous que les membres fondateurs de cette organisation sont des orphelins de guerre. On l'a surtout vu du point de vue de Nagato. Et comment ces enfants ne peuvent pas nourrir une haine envers ce monde qui les a fait souffrir alors qu'ils n'avaient rien demandé? Et on peut dire qu'avoir Jiraiya comme maître a pu légèrement apaiser leur haine avec son discours de paix, mais ça ne peut pas effacer les souffrances, surtout quand elles sont accentuées par un Hanzo qui est directement ou indirectement lié à la mort de Yahiko. Et c'est là la naissance de Pain, mais également de la Katsuki telle qu'on la connaît aujourd'hui. Patient, je sais que tu cherches encore le rapport par rapport à la vidéo, mais patience. J'y viens. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que l'existence de la Katsuki, ou plutôt le projet dans sa finalité de la Katsuki, est très lié à la fin de Naruto. Que ce soit par rapport à la critique du monde ninja, ou pour l'objectif de récupérer les bijoux. Oui, le projet Œil de Lune nous est présenté plus tard dans l'œuvre, mais n'enlève pas le fait que récupérer les bijoux soit un objectif de la Katsuki, surtout que dès l'introduction de l'organisation, on voit cet objectif avec Naruto qui est pris pour cible par Kisame et Itachi. Je viens de donner quelques éléments expliquant l'existence de l'arc Pain, mais je vais rajouter aussi que depuis Shippuden, on a une omniprésence de l'organisation Akatsuki en tant qu'antagoniste face aux gentils. Ça commence avec Gaara, puis avec Yugito Ni, qui est d'ailleurs très forte sur Storm. Ensuite, on a Hidan et Kakuzu qui allaient au pays du feu pour Naruto, mais ils sont morts. Et on a aussi Sasuke qui a soi-disant récupéré Hachibi. Mais le nombre de membres de l'Akatsuki diminuait petit à petit. Mais il fallait que le présumé leader de l'Akatsuki mette la main à la pâte. On pourrait croire que c'était à son initiative, mais non, c'est le vrai leader Toby qui l'a envoyé vers Konoha. Donc voilà déjà pourquoi on a l'arc Pain, mais pour terminer la recontextualisation, il est important que je rappelle en bref le déroulé de l'arc Pain, pour qu'on puisse répondre à la question si Naruto pouvait se terminer à l'arc Pain, ce qui est bien sûr faux, mais je vais quand même prendre le temps d'y répondre. Pain arrive à Konoha, il met tout le monde à mal, Kakashi tué, Tsunade, bref, et on a la mort de Jiraiya qui survient plus tôt dans l'œuvre. Puis on a le moment où Pain détruit Konoha. C'est pas le thème de la vidéo, hein. Mais une vidéo sans frisson, ce n'est pas une vidéo de Kujo. Regardez juste comment il s'est mis à détruire Konoha, s'il vous plaît. 痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。俺は弥彦の痛みを忘れない。
ここより世界に痛みを神羅転生。Non, s'il vous plaît, le mec s'est juste posé dans le ciel avec son discours sur la haine en disant que le monde doit connaître la souffrance, la douleur, et qu'il n'oubliera jamais la douleur qu'a ressenti Yaeko. Et tant que tu ne connais pas la douleur, tu ne peux pas vouloir la vraie paix, tu ne peux pas connaître la vraie paix. Shinra Tensei. C'est vraiment pas le thème, mais je frissonne. Mais bon, je vais un petit peu me reconcentrer. Je me dois de garder mon sérieux car ce que dit Pain a du sens. J'ai même envie de dire, même son nom a du sens. Pain, douleur en anglais. Mais le temps de faire une vidéo sur lui viendra lors de ma relecture de Naruto. Bref, la paix véritable ne pourra être connue que de ceux qui ont connu la douleur. Dit comme ça, je ne suis pas forcément d'accord. J'ai l'impression que ce qui est dit, c'est plutôt que tu ne peux vraiment souhaiter la paix que si tu as connu la vraie douleur, la souffrance. J'espère qu'on est tous d'accord pour dire qu'on parle de la paix dans un sens global, dans un sens international et pas de la paix intérieure, car souffrir engendre la haine et amène ce cycle dont on parle tant. Et est-ce que le fait d'avoir souffert l'a éclairé au point de trouver la solution à la fin des conflits? Mais pour quelqu'un qui cherche la paix, pourquoi sa paix passerait d'abord par sa vengeance envers Konoha qui a tué ses parents? N'est-ce pas paradoxal? En fin de compte, je me dis que ce n'est pas si paradoxal que ça quand on entend sa vision du monde, et quand il désigne les responsables des conflits de ce monde qui sont les grandes puissances. Et dans sa vision où le monde serait en paix, ça se passerait sans les grandes puissances ninja qui font subir des dommages collatéraux aux petits villages comme celui d'Ame. Et ce qui découle de ce discours, et la question qu'on pourrait être amené à se poser lorsqu'on l'entend, comment des gens comme nous, n'ayant pas connu la souffrance comme lui l'a vécu, pouvons remettre en question sa vision des choses? Je ne dis pas qu'il faut y adhérer, car instaurer la paix par la crainte via l'obtention de tous les bijoux afin de créer des armes de destruction massive, c'est une dictature. Même si faire d'un village un exemple ne serait pas sans résultat. Mais je serais sans cœur de ne pas penser aux nombreux innocents qui s'apprêtaient peut-être à manger leur jambon beurre, ou alors à travailler au chantier, ou même s'adonner à de plaisirs charnels pour procréer. T'imagines, tu mets ton Osher sur Konoha Radio et tu grailles un Shinra Tensei parce que quelqu'un a décidé que Konoha devrait être un exemple. Mince! Plus sérieusement, non, nous ne sommes pas obligés d'adhérer à sa vision de la paix. Mais quelle serait la crédibilité de nos arguments si nous venions à le contredire? Quel serait le poids de nos mots? Et je dis nous, mais nous ne sommes pas les protagonistes de l'histoire. Mais Naruto, lui, l'est. Et quelle crédibilité a-t-il? L'ayant suivi depuis le départ, on peut croire qu'il est crédible, mais à bien y regarder, quand Pain lui parle du cycle de la haine et que le blondinet le contredit, je me suis dit qu'en fait, c'est la première fois de sa vie que Naruto est confronté à une réalité qui le touche réellement. Oui, Zabuza et Haku, ça l'a touché. Oui, Sasuke, ça l'a touché. Gaara, ça l'a touché, que ce soit Examen Chunin ou début Shippuden. Oui, il a tenté de le raisonner avec sa morale et ça montre que c'est quelqu'un de très compréhensif et intelligent, mais en fin de compte, hormis la souffrance d'être seul et moqué, il n'a pas eu d'attache qui lui permettrait de réellement comprendre la souffrance de l'autre. Et Pain s'est assuré de lui montrer qu'en vrai, tant que tu ne le vis pas, tu ne peux pas le comprendre. Et j'ai envie de dire que c'est totalement vrai, c'est un petit peu comme les politiques de nos jours qui se permettent de donner des leçons de morale à des personnes alors qu'ils ne vivent pas leur réalité. Ben là, c'est pareil. Il a fallu que Naruto commence à s'attacher à des gens, des personnes qu'il aime pour expérimenter la haine. On pourrait dire qu'avec Jiraiya, il a pas trop eu la haine parce qu'il ne savait vraiment même pas qui était l'assassin, mais il a eu son deuil. Mais quand ça s'est passé devant ses yeux avec Hinata, là on a pu donner raison à Pain. Et vraiment, la morale qu'on pouvait en tirer, c'est que tant que tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne peux pas incriminer quelqu'un qui t'explique les raisons qui le poussent à agir ainsi. Donc ne juge pas, n'impose pas ta vision. Explique-la tout en essayant de comprendre l'autre. J'ai fini la partie philosophie, j'aurais bien aimé continuer, mais ce n'est pas le sujet. Du coup, la haine de Naruto se manifeste par la perte de contrôle de Kyuubi. D'abord les 4 queues qu'on connaît, puis 6 queues et 8 queues. Mais le flash de Konoha a empêché que le saut de Kyuubi saute. Oui, Minato Namikaze, aka l'éclair jaune de Konoha, aka l'inventeur du Rasengan, aka le 4e du nom. Mais le plus important, le père de Naruto. Malgré les retrouvailles touchantes entre père et fils qui vont nous importer pour pouvoir déterminer si Pain pouvait être le dernier arc de Naruto, c'est leur discussion sur la naissance de Naruto. Pourquoi la naissance de Naruto? Car avec la mort d'Itachi et le flashback de la naissance de Naruto raconté brièvement par Minato, on commence vraiment à se poser des questions sur l'homme masqué. On connaît aujourd'hui son identité, mais elle nous était inconnue à l'époque et c'était pareil pour les protagonistes. Sans oublier que c'est un mystère qui plane jusqu'à la fin de l'œuvre et ce personnage est lié à la fin de l'œuvre. Vous entendez? Lié à la fin
fin de l'œuvre. Finalement, Naruto vient à bout de Pain et va à la rencontre de ses aînés, c'est-à-dire les élèves de Jiraiya. Je ne parlerai pas en profondeur de cet échange, mais plutôt de ce qui ressort de cet échange. Ce qui est ici mis en lumière est le développement de Naruto. Le petit a clairement la haine, et il le dit, il a des envies de meurtre. Mais il doit confirmer quelque chose avant de prendre sa décision. Qu'est-ce qui a pu pousser Nagato à agir de la sorte? Pourquoi cette question? Parce qu'ils ont eu le même maître. Et au fil de la discussion, Naruto apprend l'histoire de Nagato et le comprend. Mais là, on voit vraiment l'héritage de Jiraiya. Il a décidé de croire en Naruto, dont il a choisi le nom, et ce nom est tiré du personnage du roman que Jiraiya écrivait. Et la personne ayant inspiré ce roman n'est autre que Nagato. Dans un sens, c'est la vision de la paix de Nagato et ce qu'il cherchait à accomplir qui nous a donné Naruto tel qu'il est aujourd'hui. Mais Nagato a changé, et ce que Jiraiya prônait, il le qualifie de fable, car ce dernier pensait que les gens pourront un jour se comprendre mutuellement. Chose en laquelle il ne croit plus désormais, car au final, tant que le monde shinobi reste tel qu'il est, rien ne changera. Et c'est aussi ce que Minato dit à son fils quelques instants plus tôt, et a rajouté que c'était à Naruto de trouver la réponse. Et la réponse de Naruto face à ça, c'est très fort. Il dit qu'il se battra pour accomplir ce en quoi son maître croyait, car en tant que personnage principal, s'il change, alors l'histoire ne sera pas la même. Donc ce monde, même s'il sait que ça ne sera pas facile, il va le réformer, briser la malédiction et apporter la paix aux hommes. Et il s'avère que c'était les mots de Nagato. Mince. Naruto doit donc travailler d'arrache-pied pour cet idéal, pour sa vision de la justice et honorer le nom de Naruto. Ce fou a même fait la promesse d'amener la paix sur le village d'Ame, mais quel prétentieux! Mais du coup, ça nous donne une vision sur l'avenir. Apparemment, pour certains, cette discussion pouvait servir de fin à l'œuvre, c'est-à-dire que la résurrection de tous les morts du village de Konoha et la célébration de la victoire de Naruto concluraient l'œuvre Naruto avec une fin ouverte. Après, je ne sais pas, je suis juste en train de déduire parce que ça ne fait pas sens pour moi. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on aborde réellement si ça pouvait se terminer là. Je vous serais reconnaissant de ne pas juger cette partie avec la même sévérité que la précédente et la suivante, car je vais devoir me mettre à la place des personnes qui pensent que Naruto aurait pu se terminer à l'arc Pain, et c'est un petit peu compliqué pour moi parce que là je vais devoir me transformer en théoricien qui fait des what if. Il y aura beaucoup de légèreté mais je resterai pertinent. Du coup, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que ça se termine à l'arc Pain. Tout d'abord, la fin de l'Akatsuki. On partirait du principe que le projet de l'Akatsuki serait miraculeusement avorté par la démotivation des membres restants, donc Kisame, Zetsu et Tobi, qui décideraient soit de se rendre ou alors d'errer dans le monde entier sans le manteau avec le nuage rouge. Ah oui, pour l'homme masqué dont Minato vient de nous parler, on aurait appris qu'il s'appelle Obito et serait allé voir Naruto pour qu'il le convainque de changer sa manière de voir les choses et de devenir un meilleur homme. Et par conséquent, abandonner facilement son rêve de retrouver Rin. Ouais, vous me direz que peut-être qu'il aurait eu un autre objectif, ok. Mais il est le leader de l'Akatsuki, donc il aurait fallu le trouver un objectif et comprendre pourquoi il avait cet objectif-là. Et ça prend du temps. Bref, voilà, en tout cas, voici ce qu'il aurait fallu pour l'Akatsuki. Mais du coup, si l'Akatsuki n'est plus, le conseil des 5 Kage n'a pas besoin de se tenir. Ça aurait fait un sujet en moins et dans la continuité de la fin de Naruto, pour Sasuke aussi, ce serait annulé. Parce que Sasuke comme Obito aurait demandé à Naruto et Konoha le pardon, est en train d'expier ses péchés et demanderait aussi pardon au Raikage à genoux dans la neige d'avoir tenté de faucher son frère. Que dis-je? À ce moment-là, il me semble même pas qu'on sache que Killer Bee était un clone. Mince, j'ai oublié de prendre en compte les bijoux détenus par l'Akatsuki. Ils auraient dû trouver un moyen de sceller les Ridomazo, explorer son origine, etc., etc. Bref, voici le monde utopique dans lequel on vivrait si Naruto s'était arrêté à l'arc Pain. Mais du coup, ceux qui parlent de blabla ou de Tok no Jutsu, mais vous auriez été servis, hein. Des conférences sur la paix, mais tous les jours. Alors aujourd'hui, Naruto Uzumaki de Konoha pour parler de la paix. Ah, mais vu qu'il est petit, ça aurait tellement fait l'enfant prodige, ça nous aurait rappelé Greta Thunberg qui passait à la télé pour nous parler écologie. Bon, après, j'ai envie de dire que qui dit fin de Naruto, dit aussi Naruto Hokage, et ce sera le dernier point qu'on abordera dans cette partie. Ça peut être un bon débat. Est-ce que Naruto méritait d'être Hokage à la fin de l'arc Pain? En fait, je me rends compte que ça dépend pas vraiment de lui, parce que si on part du principe que fin de Pain égale fin de Naruto et que fin de Naruto égale Naruto Hokage, en fait, ça supposerait que Danzo applaudisse Naruto lors de son intronisation. Oui, ça voudrait dire que Danzo a tranquillement laissé Naruto devenir Hokage pendant que Tsunade était convalescente. Ce qui est, disons-le, très peu probable. Et même quand on réfléchit, oui, Naruto a fait un exploit de fou. Il a éradiqué une menace internationale, mais en examinant les profils de tous les Hokage, il y a un facteur maturité qui est pris en compte et c'est souvent lié à l'âge. Parce que n'oublions pas, Hokage, c'est une fonction politique. T'imagines si t'as un étudiant Sciences Po qui, parce qu'il a réussi à mettre fin au conflit qui est entre l'Ukraine et la Russie, on le mettait président, ça n'aurait pas de sens. Et de ce que j'analyse, il y a aussi un autre facteur qui est pris en compte par rapport à tous les autres Hokage, c'est les exploits qu'ils ont réalisés, et la plupart des exploits qu'ils ont réalisés se sont déroulés lors des grandes guerres. Et de ce fait, ils ont acquis une notoriété internationale. Hashirama et Tobirama, je préfère
préfère même pas perdre mon temps à expliquer. Par contre, on a Hiruzen, deuxième grande guerre ninja. Minato, exploit sur exploit, celui qui à lui tout seul a fortement contribué à mettre un terme à la troisième grande guerre ninja. Tsunade est le trio légendaire pendant la grande guerre. Kakashi, nommé sûrement dû à sa maturité dont je parlais juste avant et qui a fait des exploits pendant la guerre. Et cet épéiste, il a vu Kaguya, etc., etc. Puis bien plus tard, Naruto, même si je critiquerai toujours son intronisation. Mais c'est pas le sujet. Mais voilà, en tout cas, juste avec ces éléments, comment Naruto pouvait devenir Hokage après Pain? Surtout qu'on rappelle que c'est son rêve. Même si tu me cales une ellipse, qu'est-ce que Naruto pèsera face aux autres Hokage? Surtout quand on sait que Gaara, lui, qui est devenu Kage jeune, a été sous-estimé par les autres. Du coup, par rapport à ce que je viens d'avancer et ce que je viens d'énoncer, mettre Naruto en Hokage serait quelque chose de très compliqué. Mais si tu ne peux pas le mettre en Hokage, comment tu veux souhaiter la fin du manga? En plus, je viens de faire toute une partie en me basant sur le manga. T'as vu, j'ai même pas fait preuve de mauvaise foi, j'ai même fait preuve de bonne foi parce que je n'ai même pas détaillé mon propos. Et puis le détailler, ça n'aurait pas de sens parce que ça serait donner du crédit. J'en donne déjà en faisant cette vidéo, mais donner encore plus de crédit. Maintenant qu'on a montré que c'était pas possible que Naruto se termine à l'arc Pain, il ne faut malgré tout pas négliger son apport et le fait qu'il marque un tournant majeur dans l'œuvre et pour le personnage de Naruto. Et c'est pour ça qu'on va parler des raisons qui font que Naruto n'aurait pas pu se terminer à l'arc Pain, et je vais enlever mon masque de clown pour vous parler à nouveau la langue de Molière. Dans cette partie, l'objectif n'est pas de vous parler des événements de manière chronologique sans aucune plus-value, non, l'objectif c'est de montrer qu'il y avait des événements majeurs qui nous étaient teasés, des sous-intrigues qui avaient leur importance. En se basant sur ce qui se passe avant et après l'arc Pain, abordons donc les raisons qui font que Naruto n'aurait pas pu se terminer à Pain, et pour cela on va juste d'abord parler d'un personnage, oui, juste un, Sasuke Uchiwa. Plus précisément la vengeance de Sasuke, et c'est très important, on pensait que la mort de son frère apaiserait sa haine, mais lorsqu'il comprend tout ce qu'il s'est tramé, la vengeance de son clan était de nouveau quelque chose qui l'animait. Donc on voit un Sasuke qui sombre de plus en plus dans les ténèbres, un Sasuke qui depuis qu'on le connaît est ténébreux. Et c'est même ce côté ténébreux qui lui a valu une cote de popularité très élevée au niveau des BDH, que ce soit dans la vie réelle ou même à l'académie avec Ino et Sakura. Restons sur Sakura car c'est à cause d'elle ou grâce à elle, à vous de voir, que Naruto n'aurait pas pu se terminer. Car ces sentiments ont causé beaucoup de tourments à Naruto, un poids supplémentaire, et ça je l'ai encore plus vu quand notre protagoniste a sauvé Sakura d'un Sasuke déterminé à en finir avec elle. Purée, mais elle aussi. Qu'est-ce qu'elle croyait? Peut-être que vous ne comprenez pas quand je vous dis que Sakura a ajouté un poids supplémentaire à Naruto. Et du coup, comme j'ai pas vraiment les mots, je vais vous le montrer en image. Naruto, ramène Sasuke. Ramène-le, s'il te plaît. Naruto, je te remercie. Sèche tes larmes, Sakura, je vais te ramener Sasuke. Je te promets que je vais te le ramener. Oh, vous ne respectez pas Naruto et juste pour ça, je peux vous en vouloir toute ma vie. Toute ma vie. On le sait, Naruto ne revient jamais sur ses promesses car c'est son Indo. Et il a promis de ramener Sasuke au village. Et tant qu'il ne l'a pas fait, on ne pourra pas, enfin j'ai même envie de dire que lui-même ne pourra pas considérer qu'il a réussi. Et toute la beauté de l'œuvre, c'est que quelques temps après Pain, Sasuke va au conseil des 5 Kage et finit par tuer Danzo, et juste après l'équipe 7 est de nouveau réunie. Et c'est un très bon cas pour Naruto qui ressort de Pain car Sasuke est un très bon cas d'école pour Naruto par rapport aux leçons qu'il a tirées de ce combat et du cycle de la haine. Et on peut se dire, s'il n'arrive pas à sauver quelqu'un qu'il considère comme son frère, comment peut-il apporter la paix dans le monde? Et c'est d'autant plus intéressant car il a appris l'histoire de la part de Tobi qui était venu le réveiller au pays de la neige. Et Naruto, sachant tout ça, doit trouver la réponse adaptée pour Sasuke. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lors de son échange avec Itachi, ce dernier a demandé à Naruto comment il réagirait si Sasuke n'était plus raisonnable. Et dans ce cas précis, nous sommes vraiment en plein dedans et c'est intéressant de voir la conclusion que ça a eu à la fin. Donc rien qu'avec Sasuke, Naruto devait se poursuivre. Mais ce n'est pas tout. Je vais maintenant parler de celui que vous appelez Kurama. Moi, je suis un ancien, je l'appelle Kyuubi. Et personnellement, j'ai du mal à comprendre comment les gens pouvaient espérer une fin sans traiter la question du démon renard à 9 queues. Comment peuvent-ils coexister si à tout moment le village peut être détruit à cause d'un seul homme? Et encore une fois, oui, ça fait beaucoup d'encore une fois, mais encore une fois, n'oublions pas que Naruto a fait une promesse à Kyuubi, celle d'un jour lui enlever toute la haine qui le ronge. Et on voit que ce processus a pris du temps, mais il a finalement réussi à entretenir une bonne relation, à tel point que dans Boruto, sa disparition a ému un
bon nombre de personnes. On a clairement vu un Kurama souriant. Et j'ai envie de dire que c'est là toute la beauté du développement de Naruto. Petit à petit, comprendre la souffrance des autres, la prendre sur ses épaules et apporter une vision différente à ceux à qui il faisait face. Et c'est en partie pour ça que je dis que finir à Pain serait une fausse conclusion, déjà par rapport à ce que je viens de dire, mais aussi par rapport au fait que le propos sur la haine n'est pas abouti. De 1, Pain est juste là pour réellement mettre en lumière les contradictions de ce monde, et de 2, Pain n'est même pas le leader de l'Akatsuki qui, rappelons-le, possède des bijoux. Du coup, eux, on en fait quoi? Ah ben oui, projet œil de lune. Mais du coup, qui est le porteur de ce projet? C'est l'homme masqué. Et on doit comprendre qui il est et pourquoi il agit comme ça. Et pour ça, il faut connaître son identité qui n'est d'autre que Obito Uchiwa. Et il était important de comprendre les motivations d'Obito, car il n'était pas fou, même si c'est quelqu'un d'autre qui lui a mis cette idée en tête. Mais Obito, sa haine est également le fruit, les conséquences de ce qu'est le monde ninja. C'est important de comprendre, et je vous jure qu'un jour je parlerai vraiment de son histoire dans une vidéo beaucoup plus développée parce que c'est trop marquant. Du coup, Naruto doit le convaincre. Enfin, il a réussi à convaincre quelqu'un qui, plus jeune, était à l'article de la mort, avait un vieux papy qui lui bassinait des histoires sur la refonte du monde shinobi, car il est pourri et n'est que souffrance en lui parlant d'un certain projet. Obito était jeune, il ne pouvait pas comprendre avant de l'expérimenter par lui-même. Et c'est pour ça qu'il y a un beau parallèle avec Naruto, car notre prota est clairement un what if de la vie d'Obito s'il n'avait pas succombé à la haine face à la mort de sa bien-aimée. Une fille avec qui il ne sortait pas, mais une fille pour qui il avait des sentiments. Au-delà de connaître les circonstances de sa mort, c'est-à-dire le fait que Rin soit une hôte à démon à queue, enfin Jinchuriki pour les puristes, plus précisément celui de Sanbi, le démon à 3 queues, le contexte de guerre fait que la possession d'un démon à queue constitue un avantage monstre pour les villages. Et malheureusement, Kakashi, devant les yeux d'Obito, à la demande de Rin, transperça son cœur. Mince, mince, mince. S'il vous plaît, regardez la scène. À la place d'Obito, vous n'en voudriez pas au monde entier? Moi, je le comprends. À sa place, j'aurais fait pareil pour un être qui m'est cher. Et tu peux en vouloir au monde et avoir une vision du monde de tes rêves pour retrouver ta bien-aimée. Et c'est pour ça que tu mènes ton projet Arcane Lunaire Infini, le Mugen Tsukuyomi, mettre tout le monde dans un genjutsu pour pouvoir vivre la vie de ses rêves où personne ne souffrirait. Mais heureusement que Naruto était là pour l'empêcher de le faire en le raisonnant. Et comme je l'ai dit plus tôt, Naruto a permis à son ennemi de voir les choses sous un autre angle. Ou plutôt, a permis de lui faire réaliser que c'est ça la vie. On vit, on rit, on pleure. Et on est peut-être sur le plus gros accomplissement de Naruto. Même si ça n'a pas empêché que les arcanes se réalisent à cause de Madara qui, même si je m'attarderai pas sur son cas dans la vidéo, est celui qui est l'instigateur de ce projet à la base. Mais je trouve quand même ça fou qu'il y ait cette volonté d'impliquer le monde entier. Et j'insiste sur monde entier parce que j'ai l'impression que les personnes qui souhaitaient l'arrêt de l'œuvre Naruto à l'arc Pain ne voyaient le monde qu'à travers Konoha et à la rigueur Suna qu'on a pu apercevoir au début de l'ellipse. Et finir une œuvre sans nous montrer que le monde ne se résume pas à Konoha et qu'il y a une dimension internationale dans les enjeux auxquels les protagonistes font face, c'est absurde. Parce que oui, on a vu plusieurs membres de l'Akatsuki avec un bandeau de villages différents ou même la carte des grandes puissances, mais qui peut me dire qu'ils connaissaient les Kage des autres villages avant? Bah oui, à part Gaara, on a qui? Et je trouve que c'est très important car ça contribue au développement du lore, surtout avec le côté politique qui est extrêmement mis en avant, surtout dans la gestion de conflits, où face à un ennemi commun, il faut savoir mettre son ego, sa rancœur de côté. Et ça nous donne une coalition très intéressante à suivre lors de la 4ème Grande Guerre Ninja. Surtout que la réincarnation des morts nous a permis de voir certaines célébrités, et moi j'aime bien quand il y a le storytelling et qu'on nous met aussi les preuves en face. On voit plusieurs Kage de l'époque, notamment le 3ème Raikage, ou même les morts qui reviennent à la vie permettent d'apaiser le cœur des proches, et pour certains morts, dans leur comportement, on y voyait une forme de rédemption. Et ça marche également pour les Hokage qui, avec Hashirama, nous a expliqué la création de Konoha et l'utopie que lui et Madara avaient. Et ça nous montre que quelque part, la ségrégation des Uchiwa par Tobirama qui voit une haine pour ce clan a été déterminante dans la gestion de la crise à laquelle le 3ème Hokage a dû faire face. Tout est lié et c'est vraiment lourd. Et puis Madara, quelle démonstration de force! Katon, Gokame Kek. Les mecs, juste pour ce ninja dont on entendait toujours parler, Naruto ne pouvait pas se terminer à Pain. La statue à la vallée de la faim, les humains de Konoha, même Kyuubi en a déjà parlé. Et plus que tout, il a même donné son identité à Obito qui s'est fait passer pour lui. Des fois, faire revenir les morts a souvent un impact négatif sur leur héritage. Mais pas là! Madara is him. Mais au-delà de la hype qu'il rapporte, son retour a du sens car il est à l'origine de tout ce qu'il s'est passé depuis le début de l'œuvre avec son projet Mugen Tsukuyomi. Il n'est volontairement pas parlé du contenu de la 4ème Grande Guerre Ninja, mais bref,
brièvement de ce contexte parce que sinon j'allais être hors sujet. Et puis je vous connais, vous allez vraiment rester sur ça et vous allez oublier tout le reste. Du coup, oui, seulement brièvement de son contexte car le sujet de la vidéo c'était de savoir si Naruto pouvait réellement se terminer à l'arc Pain. Et j'espère que ceux qui pensaient que ça pouvait être le cas ont vu que ça n'aurait pas de sens que ça se termine là. Et je n'ai vraiment pas besoin de faire une conclusion dans cette vidéo pour que vous le compreniez. Mais par contre, j'ai un truc à dire aux haters de Naruto. Écoute-moi très bien. J'aurais été Masashi Kishimoto, je vous aurais... Non, Kujo, s'il te plaît. Je vous aurais S'il te plaît. dans le ventre. À tous les haters, bande de... Voilà. Ok. Merci, Je m'arrête merci. là, je m'arrête là. Merci. Moi, Naruto, c'est vraiment les émotions. C'est pour ça que j'évite d'en parler, sinon ça fait des grosses vidéos comme celle-ci. Quoique, c'est pas si mal que ça. Et je pense que j'ai trop longtemps laissé les gens disrespecter mon œuvre et je pense que ça doit changer. Je pense que j'ai une obligation morale. J'ai déjà fait 2 vidéos sur Boruto et d'ailleurs, je vais faire une 3e sur le cas To Blue Vortex, donc branchez-vous. Mais Naruto, c'est vraiment loin d'être fini. Je vais jamais arrêter d'en parler. Dites-vous que là, j'ai fait avec mes souvenirs de l'époque parce que depuis 2017, j'ai jamais vraiment relu ou re-regardé Naruto, donc j'ai vraiment fait avec mes souvenirs de l'époque. Mais quand je vais refaire ma relecture, vous ne respirerez plus. Pour ceux qui veulent plus de Naruto, rendez-vous la semaine du 9 décembre. Je vous ai déjà teasé ça en début des vidéos pour la Kujo Nostalgie Week. Je vous attends nombreux. Pour ceux qui verraient la vidéo trop tard, j'essaierai dans la mesure du possible de laisser les rediffusions sur ma chaîne Twitch. En tout cas, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette take en commentaire. Donnez-moi votre avis, ce que vous en pensez. Est-ce que vous faisiez partie des personnes qui disaient que Pain devait être le dernier arc de Naruto? Ou alors au contraire, vous avez toujours milité pour dire que non, c'est une hérésie, ça ne devrait pas être le cas. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre la cloche. En plus, il y a des personnes qui m'ont dit en DM que ils n'arrivaient pas à voir les vidéos, qu'ils recevaient pas les notifications. Ça me ferait vraiment plaisir que vous partagiez en masse la vidéo. Elle doit être vue. Il faut arrêter ce mythe-là. Et vraiment, le plus important, c'est la santé. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.